Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel entretien essentiel. Aujourd'hui, j'ai un invité très spécial, le professeur Christian Perron. Bonjour, Bonjour professeur Xavier. Perron et Christian. Et merci d'abord de nous donner un peu de votre temps aujourd'hui pour cet entretien, on va dire, après votre retraite. Depuis 2020, chez François, on a établi un modèle de journalisme collaboratif et donc j'ai tenu à ce que ce soit les lecteurs, membres du collectif citoyen qui vous posent des questions aujourd'hui, de manière à ce que ce soit sans concession et qu'on puisse aborder tous les sujets. Donc, on rappelle, vous êtes professeur de médecine en maladies infectieuses, aussi administrateur de l'association Bon Sens. Je tiens à le préciser parce que je suis aussi administrateur, de manière à ce qu'on ne nous le reproche pas. Et, donc, merci de vous être prêté à ce jeu et de répondre aux questions des lecteurs. Aujourd'hui, vous êtes retraité depuis mars 2022 de la PHP. Vous êtes un homme libre aujourd'hui? Je suis un homme libre et heureux parce que l'assistance publique, honnêtement, d'ailleurs, tous mes collègues de ma génération, on a adoré l'assistance publique il y a plus de 20 ans. C'est une entreprise merveilleuse où l'État s'occupait des personnes les plus démunies, il y avait une égalité de soins pour les personnes. Et maintenant, l'assistance publique est tombée dans une dérive totale, sous l'influence de lobbies, de soi-disant entreprises pour faire du fric sur le dos des patients, avec suppression des moyens globaux. On voit la ruine où est l'hôpital public aujourd'hui. Donc, c'est plus un service public aujourd'hui. Ce n'est plus un service public. Quand on voit qu'on peut plus aller aux urgences, il n'y a plus de personnel et que le nouveau ministre, sa première déclaration fracassante, c'était de dire ah ben s'il n'y a plus assez de personnel aux urgences, c'est très simple, il suffit de fermer les urgences la nuit. Non mais on est où? On est en France, dans un pays où il y a plus de 20 ans, l'OMS a dit qu'on était le meilleur système de soins du monde. Et maintenant, la France, son système de soins est tombé très bas. C'est dramatique. Et j'ai aimé l'assistance publique avec toutes mes tripes. Quand on était jeunes, on voulait tous se battre pour cette fonction publique hospitalière, l'université. Et maintenant, tout ça a été manipulé par des lobbies financiers. Ça n'a plus rien à voir avec ce que j'ai connu. Donc, je suis content d'avoir quitté cette institution qui est à la dérive. Je le dis publiquement. Mais je continuerai quand même à parler à propos de la vérité scientifique, des soins, d'enseignement, etc. Donc, peut-être juste pour rappeler pour les lecteurs, vous avez une carrière exemplaire, vous avez tenu des postes les plus prestigieux, notamment commission vaccinale de l'OMS. Vous avez mis en place des procédures pour gérer les conflits d'intérêts. Je crois que vous y teniez énormément à la gestion de ces conflits d'intérêts. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu plus ce que voulaient dire ces fonctions pour vous? Oui, parce que avant le Haut Conseil de la Santé publique, il y avait le Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Bon, ça a changé de nom, un petit peu de forme, mais moi, je suis rentré dans ces institutions de santé publique, dans le Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Alors, j'étais membre et puis rapidement, on m'a proposé de devenir président de la commission maladies transmissibles, président du comité technique des vaccinations. Donc, j'étais très honoré. Mais moi, ce que j'avais vu en tant que membre et non président, c'était que dans certaines commissions, beaucoup de gens, même les trois quarts, avaient des conflits d'intérêts majeurs avec l'industrie pharmaceutique qui n'auraient pas dû être là. Donc, grâce à une médecin de santé publique remarquable qui m'a aidé, qui faisait un peu le secrétariat médical de la commission, on avait écrit une charte de gestion des conflits d'intérêts où toute personne devait déclarer chaque année ces conflits, mais à chaque réunion, vous pouvez voir parce que ces réunions, souvent, c'était enregistré plus tard. Au début, c'était pas enregistré, mais je demandais qui aujourd'hui a un conflit d'intérêt avec l'ordre du jour. Donc c'était du déclaratif à l'époque et vous faisiez confiance aux personnes. Alors je faisais confiance moyennement, c'est-à-dire que quelquefois je savais que des gens avaient des conflits d'intérêt qu'ils déguisaient. Bon, on n'était pas idiots, on disait non, bah attendez, là, franchement, c'est notoriété publique. Donc, alors quand quelqu'un avait un conflit d'intérêt majeur, je parle pas juste d'une invitation à un congrès, sinon il y aurait eu plus personne dans la commission, mais un conflit majeur où les gens avaient reçu des honoraires, de l'argent à titre personnel pour développer un nouveau médicament. On les laissait, ils pouvaient s'exprimer devant la commission pour dire leur point de vue. C'est des gens intelligents qui avaient un haut niveau d'expertise. Ils pouvaient dire des choses très sensées. Mais après, on leur demandait, pour les sujets chauds, de quitter la salle pour ne pas participer au débat final et surtout ne pas participer au vote. Et ça, c'est inscrit en toutes lettres. Après, la charte a été améliorée quand c'est devenu le Haut Conseil de la santé publique. Et ça, moi, j'ai toujours fait respecter ça à la lettre. Et d'ailleurs, dans
Maintenant, les rapports, parce qu'au temps du Conseil supérieur d'hygiène, c'était pas public, mais quand c'est devenu le Haut Conseil de la santé publique, toutes les recommandations sont publiées sur Internet. Et en tout cas, à mon époque, en bas, c'était écrit en petites lettres. Voilà, il y a eu tant de personnalités qualifiées pour voter, tant de personnes. Alors, c'était pas à chaque fois, mais de temps en temps, il y avait des personnes qui avaient des conflits d'intérêts qui étaient retirées du vote. Et tout ça a été écrit dans le rapport public sur le site du Haut Conseil. Donc c'était transparent. C'était transparent. Et moi, ce qui m'a effaré, parce que j'ai arrêté ma présidence il y a quelques années, c'est moi qui ai spontanément demandé à pas être renouvelé parce qu'il voulait que je reste. Mais il y avait de telles dérives et puis de moins en moins de moyens que j'en pouvais plus. Après 15 ans de bons et loyaux services, j'en avais marre, quoi. Bon. Donc 15 ans dans la commission, dans différentes instances, mais c'était la même commission finalement de maladies transmissibles qui a conseillé des gouvernements de droite et de gauche. J'en ai vu défiler des ministres pour gérer des crises sanitaires, des épidémies, des problèmes de santé publique. Alors, ce qui m'a beaucoup choqué, c'était dans les premiers rapports du Haut Conseil de la santé publique avec la crise Covid, c'est que on dit voilà, il y a un rapport du Haut Conseil et c'est même pas la commission en tant que telle qui signe le rapport. Parce que quand on regarde, parce que normalement, le Haut Conseil de la santé publique, c'est la commission qui doit voter et pas d'autres membres. Et on peut inviter un groupe de travail avant à faire des propositions, mais les gens du groupe de travail ne participent pas à la décision. Or là, quand j'ai regardé, je dis mais c'est quoi cette histoire? Il y avait... par exemple, c'était sur le remdesivir. Heureusement, ils ont été prudents. Ils n'ont pas fait des recommandations trop méchantes sur le remdesivir. Mais il y avait recommandation du Haut Conseil de la santé publique. La moitié des gens qui avaient signé le rapport n'étaient pas membres du Haut Conseil. C'était des invités extérieurs. Et puis normalement, je connais parfaitement le règlement intérieur du Haut Conseil de la santé publique. C'est le président de la commission qui rend le rapport public. C'est pas le président de tout le Haut Conseil de la santé publique. Or là, c'était Franck Chauvin, président de tout le Haut Conseil, qui signe le rapport global avec un groupe de travail, finalement, où la moitié des gens ne sont pas du Haut Conseil. Il n'y a pas eu de vote. Il n'y a pas eu de déclaration des conflits d'intérêts. Et là, alors là, j'ai vu que le président de la commission, la vice-présidente et puis d'autres membres avaient des conflits d'intérêts majeurs qui étaient connus. On pouvait les voir sur Transparence Santé. Ils n'auraient même pas dû participer à la réunion ou à la décision finale parce qu'il n'y a même pas eu de vote, ce qui est illégal. Normalement, il doit y avoir un vote au Conseil. J'ai jamais pris une décision au Conseil sans qu'il y ait un vote. Donc, sous votre présidence, ça ne serait pas arrivé, ce genre de jamais. Parce que moi, j'étais très rigoureux là-dessus. D'ailleurs, après 15 ans de présidence de groupe comme ça, j'ai jamais eu une seule casserole au derrière, parce que ça prouve que j'ai été intègre d'un bout à l'autre et tout le monde l'a reconnu. Et c'est de moi-même que je suis parti. Donc voilà. Et là, pour moi, c'était absolument horrible de voir ça. Et avec l'aide d'un avocat, on avait demandé à la CADA, c'est-à-dire la commission d'accès aux documents administratifs, parce que normalement, après l'histoire du Mediator, le ministre Xavier Bertrand avait demandé que toutes les réunions du Haut Conseil soient enregistrées à la fois par un magnétophone et enregistrées. Il y avait toujours un secrétaire d'une société privée qui venait et qui tapait sur l'ordinateur. Prenait des minutes. Et moi, en tant que président, je devais vérifier qu'il n'y avait pas trop de bêtises dans les minutes et signer en disant, voilà, le professeur Tartampion a dit ça, le professeur Machin a dit ça, etc. Et on m'avait... bon, c'est vrai que c'était un petit peu dérangeant pour nous, on pouvait plus parler trop librement, tout était enregistré. Bon, je l'ai accepté pour des raisons de transparence qui me paraissaient saines. Alors là, j'ai dit, tiens, c'est très bien, puisque toutes ces décisions s'étaient faites sans vote, sans déclaration des conflits d'intérêts, ce qui est totalement illégal. Je voudrais avoir accès aux enregistrements, aux minutes. Et là, c'était fin de le recevoir, il n'y a pas eu d'enregistrement, il n'y a pas de minutes. C'est-à-dire que tout ce qui a été imposé par la loi, n'a pas été respecté. Et quand il y a eu un recours par un avocat, je sais plus, c'était le Conseil constitutionnel, je crois que c'est le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, mais je pense plutôt de mémoire le Conseil constitutionnel, ça a été balayé d'un revers de main en disant oui, on est d'accord, ça s'est pas fait comme d'habitude, comme ça devrait être fait, mais là il y avait l'urgence. Alors là j'ai hurlé parce que l'urgence, c'est moi-même qui ai participé à la rédaction dans le règlement intérieur du Haut Conseil de la santé publique, d'une procédure d'urgence, parce que moi j'étais habitué depuis des années à ce qu'un ministre nous demande en urgence un avis pour le lendemain.
C'était normal. Le ministre, il peut être angoissé sur un sujet. Et on pouvait pas réunir en 24 heures tous les experts qui venaient de toute la France. Donc, à l'époque, il n'y avait pas encore les visioconférences. On faisait ça par conférence téléphonique. On échangeait par mail un projet de texte, etc. On travaillait toute la journée comme des fous. Mais à la fin, quand on était d'accord sur un texte final, il y avait un vote électronique pour les gens qui pouvaient pas se déplacer, mais il y avait un vote, il y avait une déclaration des liens d'intérêt. Donc, on pouvait parfaitement gérer une procédure d'urgence en 24 heures. Donc, cette réponse des juges de dire oui, il y avait urgence et on pouvait pas le faire, c'est faux. Je le dis, c'est faux. On pouvait parfaitement gérer toutes ces procédures de façon légale. Et là, tout a été fait de façon illégale. Mais maintenant, quand on regarde, tout ce qui est illégal est validé par le Conseil constitutionnel. C'est peut-être pas totalement illégal, mais c'est peut-être fait en dépit des procédures telles que vous les avez mises en place. Les procédures, c'était quand même pour moi la loi. Quand on m'a dit, après l'affaire du médiateur... Elles ont valeur de loi, ces procédures. Il faut que n'importe quel citoyen ait accès, parce que moi, on me l'avait dit quand on m'a imposé l'état enregistré. Bon, ça m'embêtait un peu d'être enregistré, mais c'était un peu contraignant. Mais ils m'ont dit, non, c'est normal, parce que n'importe quel citoyen pourra un jour avoir accès aux débats enregistrés, aux minutes, via la CADA. C'est ce qu'on nous avait dit au sein du Haut Conseil de la Santé publique. Et après, quand nous, on a demandé à la CADA d'avoir des explications, on nous a dit non, il y a pas d'enregistrement, il y a rien. Donc ça veut dire que ça n'a pas été respecté. Et ça, je suis formel là-dessus. J'ai quand même participé grandement à la rédaction de tous les règlements intérieurs de ces commissions. Je les connais par cœur. Donc faut pas me raconter des tarabistouilles. Hein. On reviendra sur ces sujets, mais parlons un petit peu des attaques. Vous avez subi de nombreuses attaques de vos pairs, de l'administration, du Conseil de l'Ordre. Vous êtes toujours resté droit dans vos bottes. On vous a reçu ici plusieurs fois. Et en fait, est-ce que c'était l'homme qui avait cette capacité que vous aviez en vous de garder ce calme, ou bien le médecin? Expliquez-nous un peu qu'est-ce qui vous a donné cette force de tenir. Je crois que c'était mon premier combat sur la maladie de Lyme. Alors, pour ceux qui connaissent pas, c'est une maladie transmise par les tiques avec une bactérie qui s'appelle la Borrelia, qui peut donner une forme aiguë de la maladie, qui peut guérir rapidement chez certains, mais qui peut, dans une proportion peut-être un tiers des cas, peut dégénérer en maladie chronique qui peut entraîner une fatigue intense. Donc un premier combat qui vous a donné les bases. Voilà. Et donc des maladies graves qui sont difficiles à traiter. Et pour protéger des intérêts militaires, parce que ça a été utilisé en fait comme une arme de guerre. Hein. Cette Borrelia, elle a été un peu modifiée dans des laboratoires dans le monde. À l'époque, c'est très ancien, mais on nous a fait croire que c'était une maladie rare, que les tests diagnostiques qui sont très mauvais étaient parfaits, que les gens guérissaient en 15 jours et circulaient, Madame la Marquise, il n'y a rien à voir. Il y a des millions de malades dans le monde qu'on envoie balader, qu'on envoie en psychiatrie en disant c'est dans votre tête, si vous pouvez plus travailler, si vous êtes épuisé, si vous avez des problèmes cardiaques, si vous êtes paralysé, si vous avez des trucs horribles. Donc voilà, ce combat, je l'ai mené. Il y a même eu des publications scientifiques. Hein, j'ai pas raconté que des choses comme ça. Malheureusement, comme tous les grands journaux, les comités éditoriaux des grands journaux médicaux sont assez verrouillés sur la maladie de Lyme. On n'avait pas accès aux grands journaux pour publier. Donc j'ai connu toute cette manipulation, cette désinformation. Et la maladie de Lyme a été pour moi, alors qu'avant, mes collègues infectiologues, les professeurs de maladies infectieuses, ils m'ont élu pour être président de toutes les commissions, y compris du collège des professeurs de maladies infectieuses. Ils m'aimaient beaucoup. Les autorités au ministère de la Santé, beaucoup m'adoraient, donc j'étais très bien vu. Mais sur la maladie de Lyme, à un moment donné, je ne pouvais plus et je me suis opposé aux autorités, à mes collègues. Donc, c'était mon premier combat. Je suis allé souvent dans les médias sur ce sujet, donc ça m'a un petit peu préparé. Ça m'a préparé. Je ne pensais pas qu'il allait y avoir autre chose de pire après, mais ça m'a préparé, et c'est pour ça que je me suis senti tout de suite beaucoup plus solide, parce que moi, faut pas me la faire. Hein. Moi, je connais tout de l'intérieur. J'ai connu tous ces collègues maintenant qui m'attaquent. J'étais ami avec eux. J'avais beaucoup de respect pour eux. C'est des gens intelligents. Je sais pas pourquoi ils n'arrivent pas à ouvrir les yeux. Ça faudra leur demander. Mais voilà. Du coup, j'étais très confiant. Puis en plus, j'ai jamais changé de discours depuis mars 2020. J'ai commencé à ouvrir ma petite bouche. Dès les premiers jours de l'épidémie en France, à l'époque, j'étais encore invité dans les grands médias principaux sponsorisés. Et j'ai jamais changé de discours.
Donc moi, je suis très confiant. Je pense que c'est pas moi qui dois avoir peur, c'est eux, ceux qui m'attaquent, qui ont peur. S'ils m'attaquent beaucoup, c'est qu'ils ont peur. Donc aujourd'hui, en partant à la retraite, il y a une des dernières vidéos du professeur Raoult de la semaine dernière qui disait « J'ai fait mon travail », donc vous avez l'impression d'avoir fait votre travail et vous continuez? J'ai fait mon travail, j'en suis fier, mais je vais continuer à le faire. Est-ce que, en fait, certains lecteurs nous ont dit que vous avez éclairé leur vie, et certains autres, bien sûr, ont dit que vous les avez divisés, vous avez été un repoussoir. Est-ce que vous êtes conscient quand vous rencontrez les gens, quand vous discutez avec eux? Oui, parce que c'est complètement dingue. Moi, j'ai pas fait ça pour ça, mais depuis quelques mois, à Paris, même à Genève, à Montréal, en Belgique, partout, les gens me reconnaissent dans la rue, dans le train, et alors, quelquefois, ça me gêne un peu parce que j'aime bien rester discret, anonyme, mais d'un autre côté, ça me montre que y a des millions de gens qui suivent ce que je dis. Et c'est toujours des propos très chaleureux, exactement ça. Bravo, vous m'avez ouvert les yeux, vous nous avez permis de tenir pendant cette crise. Donc, moi, ça, je suis très fier parce que c'est un soutien totalement populaire de toutes les classes sociales. Dans plusieurs pays, alors surtout les pays francophones, bien sûr, mais même j'ai eu des témoignages de pays, c'est comme j'ai fait quelques interviews en anglais, aussi des témoignages d'autres pays. Donc, vous avez éclairé la vie de certaines personnes. Peut-être que pour les lecteurs de François, on va revoir la politique sanitaire, les traitements, les vaccins, juste certaines des positions qui sont beaucoup plus, on va dire, d'ordre médical. Le 12 juillet 2020, il y a le président Macron qui faisait une déclaration avec des assertions scientifiques qui imposait un pass sanitaire et une obligation vaccinale aux soignants et à d'autres professions dont vous faites partie. Aujourd'hui, on est un an plus tard. Il y a eu, comme vous avez dit tout à l'heure, une forme de destruction de l'hôpital public qui s'est accélérée et on vient d'avoir un nouveau ministre de la Santé qui a succédé à M. Véran, un urgentiste. Votre point de vue sur cette dernière année? Ben déjà, quand le président de la République française n'est pas au courant des lois nationales, internationales, comment on peut obliger un médicament expérimental, c'est déjà hallucinant parce que c'est totalement illégal. Bon, alors d'abord, il n'y aurait pas dû avoir d'autorisation de mise sur le marché conditionnelle de ces produits expérimentaux parce qu'il y avait des traitements efficaces. Bon, ça ramène à la polémique sur les traitements médicamenteux précoces. Pourtant, il y a des centaines de publications qui prouvent leur efficacité. Puis il y a la démonstration sur les pays. On voit bien que les pays qui ont traité avec l'hydroxychloroquine, l'ivermectine, il y a 0 mort maintenant et que l'épidémie est très bien contrôlée. Donc déjà, il y avait des traitements qui marchaient. En plus, on peut pas faire une obligation sur un produit expérimental. C'est contraire à la loi et aux traités internationaux. Donc, je sais pas par qui notre président est conseillé, mais ça j'ai halluciné. Je l'ai dit plusieurs fois dans les médias. Donc, une défaillance éthique et scientifique. Éthique, scientifique, juridique, tout, quoi. Et c'est hallucinant, quoi. Ça prouve que, je sais plus, il y a quelque chose qui déraille de façon grave. Alors, après, sur les différents ministres, bon, moi, je les ai connus. Agnès Buzyn, je l'avais rencontrée. C'est une femme très gentille, qui a une belle expérience médicale, universitaire. Mais ce qui m'avait surpris, c'est d'un seul coup qu'on restreigne la prescription d'hydroxychloroquine quelques semaines avant que le virus n'arrive en France. Comment vous l'expliquez, ça? Je pense que tout ça a été planifié parce que c'est pas possible autrement. Quand on voit qu'Anthony Fauci, qui était le directeur du NIH, c'est l'équivalent d'une branche de maladies infectieuses du NIH, qui est l'équivalent de l'INSERM un peu aux États-Unis, avait publié dans une grande revue médicale il y a quelques années, si un jour il y a une épidémie de coronavirus, l'hydroxychloroquine sera le meilleur traitement. Puis après, il fait machine arrière. Voilà. Après. Bon, Olivier Véran, je ne sais pas ce qu'il lui a pris parce que toutes ces décisions n'étaient basées sur aucune donnée scientifique solide, à part un petit groupe d'experts ou pseudo-experts qui le protégeaient. Mais moi, j'ai demandé, même une fois, j'avais téléphoné à Jean-François Delfrécy, le président du conseil scientifique à l'Élysée. Moi, je le connaissais bien, Jean-François. Je l'ai connu interne en 1978. J'ai travaillé avec lui plusieurs fois. Je lui avais dit, écoute, Jean-François, on n'est pas d'accord, mais accepte un débat public. Les Français aimeraient qu'il y ait une confrontation. Moi, je peux venir tout seul ou avec des collègues, toi aussi, puis chacun apporte ses arguments scientifiques. Il a refusé. Alors, pourquoi on refuse un débat scientifique clair, transparent? Parce que quand on dit Perrin dit n'importe quoi, moi, tout ce que j'ai dit dans mes livres, hein, j'ai publié 2 livres chez Albin Michel sur la crise, j'ai jamais été attaqué, à part des attaques en l'air de certains journalistes, parce que tout ce que j'ai dit est prouvé. Il y a les références. Des plusieurs pages de référence totales. Donc, moi, je suis très à l'aise.
Tout ce que je dis est sourcé. Quand je regarde je compare les différents pays, quand je vois ce qui s'est passé en Inde, où l'Inde c'est 1 milliard et presque 400 millions d'individus. C'est un tout petit pays, donc. Tout petit pays, voilà. C'est comme Andorre, si on veut. Et quand on regarde qu'au début, l'épidémie n'était pas trop mal gérée, que le gouvernement indien avait distribué, à l'époque, c'était l'hydroxychloroquine, puis après l'ivermectine avec un antibiotique, de la vitamine D, ça se passait très bien. Puis un jour, il y a 2-3 États indiens sous influence des lobbies pharmaceutiques qui ont interdit l'ivermectine, qui ont fait la promotion de la vaccination pour tous. Et c'était à l'été dernier, en juillet, donc là on est en 2021, c'était en juillet 2021. D'un seul coup, juste après la campagne vaccinale, un énorme pic de cas en Inde, des morts partout. Et heureusement, le gouvernement fédéral indien était très intelligent, a dit, oh là, qu'est-ce qui se passe? Ils ont arrêté la campagne vaccinale. C'était ivermectine pour tous. Et puis, en Inde, c'est terminé, quoi. Il y a presque plus de morts, l'épidémie est contrôlée. Alors, je cite l'Inde, mais il y a plein de pays dans le monde, c'est comme ça. Et je regardais d'ailleurs récemment, là, avant de venir hier, je regardais sur Google, il y a un site, on voit tous les morts par pays depuis le début de l'épidémie. Dans la plupart des pays du monde, maintenant, il y a 0 mort du Covid, sauf dans quelques pays riches qui ont vacciné à outrance, comme la Grande-Bretagne, Israël, l'Australie. La France, il y a 0 mort. Quoi, en tout cas, ce que j'ai vu ces derniers temps, il n'y avait plus de morts. On a peut-être un peu moins vacciné, je ne sais pas, que d'autres. Mais en tout cas, c'est incroyable. Maintenant, on voit dans les médias, il y a un expert, il y a récemment qui a dit en France, il va y avoir 20 000 morts du nouveau variant, alors qu'on voit que les variants sont de moins en moins virulents. Actuellement, j'ai eu des cas de Covid récents autour de moi, ça donne un rhume, une bronchite, les gens sont fatigués, un peu de fièvre pendant 2 jours, mais il y a peut-être encore des cas rares de décès, mais ce n'est plus une maladie infectieuse inquiétante. Alors, on nous a sorti le coup de la variole du singe pour nous faire peur, puis ça a fait flop, visiblement, parce que il y a très peu de cas dans le monde. Voilà, donc faut arrêter de nous raconter des histoires. Et moi, j'ai très peur qu'on nous invente un scénario catastrophe pendant l'été, parce qu'ils ont quand même commandé pour des milliards au niveau de l'Europe et de la France pour des vaccins coronavirus, y compris des doses pour les enfants. Moi, j'ai très peur pour nos enfants à la rentrée. Avant de parler du vaccin, juste peut-être une dernière question sur les traitements dont vous avez parlé de l'Inde. Il y a beaucoup de pays dans lesquels ces traitements, donc je crois que l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, vous l'aviez vous-même utilisé dans votre hôpital à Garches en prescription. Il y a des pays dans lesquels c'est toujours en vente libre. Comment expliquez-vous qu'en France, on ait laissé ces médicaments en vente libre pendant longtemps? Est-ce que la NSM s'est trompée ou... Il faut voir que pendant des décennies, des milliards de gens dans le monde au prix de la chloroquine, après l'hydroxychloroquine. Plaquenil et nivaquine, donc. Voilà, c'est plaquenil et nivaquine. La nivaquine était plus utilisée globalement pour la prévention, le traitement du paludisme. Bon, maintenant, on l'utilise plus trop pour le paludisme, les souches sont devenues résistantes avec le temps, mais il y a des milliards de gens qui en ont pris pendant des années. C'était en vente libre encore à la fin 2019, au tout début de 2020. Et pourquoi d'un seul coup c'était diabolisé par l'agence du médicament comme un produit dangereux? Et moi, ça m'avait fait bien rigoler si on veut, mais le premier mort déclaré dans le monde, c'était le gars aux États-Unis qui avait, comme il pouvait pas se procurer de l'hydroxychloroquine, c'était interdit dans son État. Il avait acheté un produit pour nettoyer son aquarium et sur l'étiquette, parmi plein de produits chimiques, il y avait de la chloroquine. Du chlore. Non, c'était marqué, il y avait de la chloroquine dedans. Donc, il s'est dit, tiens, je vais prendre ça, il l'a avalé, il est mort. Bon. Il est pas mort, il est mort en fait, d'un produit sanitaire où il y avait plein de produits chimiques toxiques. Et ça a été, alors ça fait le tour du monde dans les médias. Premier mort de la chloroquine, même le ministre en France a parlé de ça. C'était du grand n'importe quoi. Et après, il y a eu la fameuse histoire, d'ailleurs, qui est ressortie dans une publication récente, mais pour moi qui ne vaut rien, c'est que moi, j'ai connu cette période. Beaucoup de gens qui avaient le Covid, je parle du vrai virus, le premier, parce qu'après, c'était des variants un peu dégénérés qui donnaient plus beaucoup de problèmes cardiaques. Mais en mars 2020, à la première attaque, le virus donnait assez souvent des problèmes cardiaques sévères, des myocardites, des péricardites, des troubles du rythme, etc. Et ça, je l'ai vu, même avant d'avoir pris aucun traitement. Alors, le problème, c'est que quand les gens avaient un problème cardiaque sévère, voire mouraient d'un problème cardiaque sévère,
et n'avaient pas pris de chloroquine avant, mais ils n'étaient pas déclarés, ça passait inaperçu. Mais les mêmes qui avaient pris un seul comprimé de plaquenil, c'est-à-dire d'hydroxychloroquine, tout de suite ils étaient déclarés, c'est le plaquenil qui les a tués. Et ça a été pour moi scandaleux. Parce que moi, j'ai vu des malades qui n'avaient pas pris un seul comprimé de plaquenil, qui sont retrouvés en réanimation cardiologique avec des problèmes cardiaques graves. C'était le virus qui donnait ça. Mais il n'y avait pas de statistiques fiables pour faire la comparaison du groupe traité, du groupe non traité. Et moi, je pensais que ça allait émerger un petit peu en pharmacovigilance, que l'agence du médicament, la NSM, allait faire son boulot. Et à côté de ça, quand le remdesivir, qui est un produit finalement qui est toxique, qui est pas du tout anti-infectieux, qui je sais pas pourquoi a été promu, on en a acheté pour des sommes colossales. Moi, j'ai connu il y avait 1 ou 2 services de réanimation à Paris au tout début de la crise qui en avaient obtenu et qui avaient eu l'autorisation du ministère de l'utiliser, même si c'était pas encore autorisé à utilisation chez l'homme. Enfin, c'était intraveineux à 2 000 € la dose. Moi, j'avais été en contact direct avec des réanimateurs parisiens qui m'avaient dit, ce produit, attention, hein, parce que nous, on l'a utilisé chez 30 malades, il y en a 15 qui sont en insuffisance rénale grave, en rein artificiel après l'utilisation. Donc, ils ont très vite vu, on va dire, les effets secondaires de ce médicament. Quand on a demandé, comme une fois, on a quand même accès avec un avocat, grâce à la CADA, à un avis du Haut Conseil de la Santé publique sur le remdesivir. Alors, la moitié des phrases étaient barrées en noir en disant « données confidentielles Gilead ». Donc, l'avis était public, on pouvait pas lire la moitié de l'avis. Alors, finalement, on a eu accès au texte en clair. Et le ministère savait parfaitement, je crois que c'était en avril 2020, que non seulement c'était toxique pour le rein, mais c'était très toxique pour le foie. Ils le savaient, puisqu'ils avaient reçu le rapport, dont on n'avait pas le droit de le lire en tant que simple citoyen. Bon. Et ben pourtant, pendant des semaines, des mois, le ministère de la Santé, les autorités ont continué à recommander le remdesivir, alors qu'on savait que c'était un truc qui... Et après... Un produit qui est toxique ou qui a des problèmes, l'hydroxychloroquine, l'ivermectine, des produits qui ne sont plus en prescription libre. Pourtant, on peut lire que les médecins peuvent quand même prescrire, donc hors AMM, hors autorisation de mise sur le marché. Et quand ils prescrivent, ils se font rattraper par le conseil de ordre pour avoir trop prescrit. Oui, parce qu'il y a des consignes qui viennent des autorités pour dire qu'il faut pourchasser tous les médecins qui traitent. Donc on n'est pas libre, en fait. Les médecins ne sont pas libres. Et ces médecins, je les admire et je les remercie parce qu'ils ont été fidèles à leur serment d'Hippocrate. Et on est là pour traiter en fonction des données de la science. Et la science, c'est pas une étude frauduleuse dans le Lancet, parce que maintenant, le problème, c'est que toutes nos universités, nos autorités médicales ont été perverties par un système qui dit qu'il y a que les grandes revues médicales qui sont la Bible, qui sont l'autorité. Et quand on voit que ces revues sont dans les mains de lobbies pharmaceutiques, qui très souvent, je l'avais déjà vu avec la maladie de Lyme, il y a des études publiées qui sont frauduleuses pour désinformer les médecins. Moi, je crois plus à tout ça. Moi, je crois à l'expérience de terrain. Quand vous voyez, il y avait un groupe de médecins en France, il y en a eu plusieurs qu'on soignait tout le monde à l'hydroxychloroquine, même à l'azithromycine, quand ils pouvaient plus donner l'hydroxychloroquine. Ils ont eu quasiment 0 mort parce qu'en médecine générale, ils le donnaient très tôt. Parce que quand les gens appelaient le 15 pour le service d'urgence pour leur dire non, restez chez vous, prenez du Doliprane, et puis quand vous suffoquerez, vous nous appellerez. Alors les gens arrivaient à l'hôpital beaucoup trop tard, en état d'insuffisance respiratoire, et là, donner de l'hydroxychloroquine ou de l'azithromycine à ce stade-là, ça marchait pas à chaque fois, ça marchait de temps en temps, mais c'était beaucoup moins efficace. Et il y a eu même des publications internationales sur des gens qui arrivaient suffocants à l'hôpital en service de soins intensifs, pour dire, vous voyez, ça marche pas, l'hydroxychloroquine. Mais c'était un peu du foutage de gueule, parce que quand c'est donné correctement dès le début, dans tous les pays du monde, tous les médecins, et aux États-Unis, partout, ont pu témoigner que ça marchait. Moi, on l'a publié à Garches. Bon, l'IHU a fait un travail exemplaire à Marseille. Voilà. Je crois qu'on peut pas revenir sur ces données scientifiques, même si il y a eu des soi-disant analyses globales des publications qui ont été biaisées, qui n'ont pas pris en compte toutes les études, qui ont dit le contraire. Mais avec le recul, ça sautera aux yeux de tout le monde que là, on a été manipulé. Donc vous saluez vos collègues qui ont rempli leur serment d'Hippocrate et qui continuent à le remplir malgré tous les tracas administratifs. Et il y en a, ça leur a coûté très cher. Ils ont perdu leur droit d'exercice. Il y en a certains qui ont, par peur, un petit peu enfermé leur cabinet. Ils étaient pas tout jeunes, mais ils étaient encore prêts à continuer une dizaine d'années à exercer, mais ils ont préféré fermer plutôt que, surtout quand après il y a les contraintes vaccinales, etc. Donc,
Moi, j'ai beaucoup de respect pour ces hommes de terrain qui ont respecté le serment d'Hippocrate. Hein, et je sais même qu'au sein du Conseil de l'Ordre des médecins, il y a beaucoup de médecins qui peuvent pas le dire publiquement, mais qui me le disent en privé, bravo pour votre combat, alors qu'ils sont au sein du Conseil de l'Ordre des médecins. Mais parce c'est des vrais médecins qui ont été au Conseil de l'Ordre parce qu'ils voulaient participer à une œuvre publique pour le bien des médecins. Et donc voilà, je pense que tout ça, de toute façon, c'est en train d'exploser un peu partout dans le monde. On voit des scandales tous les jours avec les rapports entre l'industrie pharmaceutique, les lobbies financiers, les autorités de santé, des cabinets de conseil. Bon, alors après, tout ça a été étouffé par les médias principaux, je veux bien, mais ça peut pas être étouffé éternellement. En décembre 2020, dans votre Facebook, sur votre mur Facebook, vous publiez une alerte sur les vaccins ARN messager indiquant que c'était une folie, alors ce ne sont pas exactement ces mots-là, mais vraiment en alertant. Aujourd'hui, qu'en est-il 18 mois plus tard? Je suis très fier d'avoir fait cette prise de position à fin 2020, qui a été beaucoup diffusée. Mais c'était un pari pour vous, cette prise de position? Pas du tout, c'était de l'évidence. Parce que normalement, développer un vaccin, c'est 10 ans d'études, d'abord précliniques. Toxicité chez l'animal, là, ça a été... je crois qu'il y a eu quelques études chez des rongeurs, ils sont tous morts. Du coup, ils se sont dit, il n'y a pas besoin d'études chez l'animal. Après, ils sont passés tout de suite aux études chez l'homme. Et on a pris des populations entières pour des cobayes. Alors, moi, je suis pas contre les études cliniques, mais il faut que les gens soient informés, soient volontaires, signent un consentement éclairé. On est toujours en phase 3, donc on est toujours en phase expérimentale. Or, là, plein de gens qui ont reçu ces substances qu'ils ont appelées vaccins n'ont jamais signé de consentement éclairé sur les risques potentiels. Là, je dois rendre hommage aux Japonais parce que les autorités japonaises, ils ont vacciné pas mal de gens, mais ils ont toujours demandé à ce qu'il y ait un consentement éclairé et ils ont informé leurs patients qu'il y avait des risques potentiels. Hein. Et on voit d'ailleurs le Japon a bien géré cette crise. Dans beaucoup d'autres pays, il n'y a eu aucun consentement éclairé, rien du tout. Donc c'est totalement illégal, on est en phase expérimentale, avec une technique tout à fait nouvelle. L'ARN messager, je suis pas contre l'ARN messager a priori, mais c'était tout nouveau. Normalement, un vaccin, je rappelle, c'est 10 ans d'expérimentation. Là, en 3 mois, 6 mois, on a dit c'est merveilleux, sans avoir aucun recul sur les effets secondaires, l'efficacité. Et moi, ce qui m'a choqué, c'est on injecte un ARN messager. Vous savez, pour ceux qui sont pas très forts en biologie, dans nos chromosomes, c'est de l'ADN, l'acide désoxyribonucléique. C'est ce qui est nos gènes qui donnent la couleur de vos yeux, certaines caractéristiques de votre corps. Et puis, l'ADN est copié en ARN et il y a de l'ARN messager qui va permettre à vos cellules de fabriquer les protéines pour justement donner la couleur des yeux, fabriquer telle enzyme dans le corps, etc. Donc, on va normalement dans les cellules, on va de l'ADN vers l'ARN, pas dans l'autre sens. Mais il y a des exceptions. Et la plus belle exception, plus belle si je puis dire, c'est le virus du sida, le VIH, qui est un rétrovirus. On l'a appelé rétrovirus parce qu'il marche à l'envers. Il va de l'ARN vers l'ADN, grâce à ce qu'on appelle les transcriptases inverses. Alors, tout le monde n'a pas l'affection à VIH dans le monde, heureusement. Mais moi, quand j'étais élève de l'Institut Pasteur en bactériologie, en virologie, quand j'étais petit, j'ai suivi les cours de virologie de Pasteur. Et déjà à l'époque, donc c'était au début des années 80, je crois que c'était en 81, on nous apprenait que dans nos chromosomes, une partie importante, je sais plus le pourcentage exact, mais c'était assez important, je sais pas, c'était de l'ordre de 20%, bon, je veux pas dire un chiffre au hasard, mais quand même, c'est pas négligeable. Une partie de nos chromosomes, dans notre ADN, descend historiquement depuis des millénaires d'ADN de rétrovirus. Parce que les rétrovirus, ils sont partout dans la nature, ils sont chez tous les animaux, et ils se sont incorporés aux cellules humaines, et les rétrovirus, ils s'incorporent dans notre ADN, ils s'incorporent dans nos chromosomes, on peut plus les déloger après. Et certains rétrovirus sont très gentils, nous ont peut-être aidés dans notre développement dans le développement de l'humanité pour nous apporter des caractéristiques génétiques qui pouvaient nous aider. Il y en a d'autres qui étaient méchants, qui ont peut-être tué des gens dans le passé, puis qui se sont atténués avec le temps. Donc on a tous des rétrovirus dans notre ADN. Ils ont tous la capacité de fabriquer la transcriptase inverse. Alors c'est vrai que la plupart de ces rétrovirus, ils dorment, ils sortent pas grand-chose, leur enzyme n'est pas activée, mais qui peut dire
que ça peut pas se réactiver de temps en temps chez certaines personnes. Je dis pas que ça va se produire chez tout le monde. Donc moi ça m'a sauté aux yeux quand j'ai dit mais qu'est-ce qu'ils font? Ils injectent un ARN messager, mais Et au début on a dit qu'il n'y avait pas cette ils ont dit ça. Et moi quand j'ai écrit ça, je me souviens, je m'étais assassiné par certains journalistes, certains pseudo-experts qui disaient que c'était impossible, que je racontais n'importe quoi. Il y a quand même l'exemple du sida, mais et là, je sais pas que j'étais très content, mais enfin, parce que c'est triste, mais dans PNAS, qui est un grand journal international, quelques mois après, c'était publié que ils avaient démontré qu'on pouvait avoir la transcription inverse de l'ARN messager du coronavirus, ça pourrait se retrouver dans l'ADN des cellules humaines. Il y a une autre publication, j'ai oublié dans quel journal, un grand journal scientifique mondial, qui a confirmé quelques mois après. Donc maintenant, il y a la preuve qu'on peut tout à fait aller de l'ARN vers l'ADN. Je dis pas que ça se produit chez tout le monde, hein, je veux pas être catastrophiste, mais je dis attention, on n'a aucun recul sur ces données. Puis une fois que c'est dans l'ADN, ça va rester à vie, parce que quand nos ancêtres ont acquis des rétrovirus animaux, ils sont encore dans nos gènes. Et puis si ça passe dans les gamètes, c'est-à-dire les cellules de la reproduction, qui codent pour les spermatozoïdes ou les ovaires, bon. Est-ce qu'il ne va pas y avoir une conséquence sur les générations futures? Je dis pas que j'ai forcément raison, je dis un scientifique doit se poser la question. Et avant de voir un ministre qui dit allez on vaccine tout le monde, c'est obligatoire, mais c'est pas sérieux. Comment on peut imposer ça à des milliards de gens dans le monde? Parce Donc vous êtes opposé à cette vaccination et vous continuez à vous y opposer. Aujourd'hui, il y a eu c'est pas une vaccination, je rappelle, hein, c'est un produit expérimental qui aurait peut-être, oui, ils ont pensé qu'il y aurait peut-être des effets de protection. On s'aperçoit qu'il n'y a aucune protection. Ça n'empêche pas d'acquérir de la transmission, ça n'empêche pas de faire la maladie, ça n'empêche pas de faire des formes graves. Même maintenant, on voit de l'exemple de tous les pays que ce sont les gens les plus vaccinés qui font les formes les plus graves et qui décèdent le plus. Donc voilà, maintenant on a la démonstration que ce que j'avais dit dès le début, que c'était probablement pas des vaccins. Donc tous vaccinés, mais pas tous protégés, quoi. Ils sont pas protégés. Non, mais ce qui me choque, c'est qu'on continue à s'entêter et qu'on veut fourguer tous les stocks qu'on a achetés. Dans ce courrier, vous parliez aussi de beaucoup d'effets secondaires. Aujourd'hui, on a vu un rapport de l'OPESCT, donc présidé par Cédric Villani. Il y avait des femmes qui ont fait état de troubles menstruels importants. Il y a des personnes qui parlent de recrudescence de cancer, d'infertilité aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu déjà des médicaments qui ont eu de tels effets secondaires, par exemple sur les femmes? Alors, il y a eu des médicaments, il y a eu la dépakine, il y a eu quelques scandales, mais on s'en est aperçu des années après, parce que quand il y avait des malformations chez le fœtus, et que l'enfant, des fois c'était découvert chez l'enfant plusieurs années après, donc ça n'a pas sauté aux yeux tout de suite. Mais moi qui étais quand même président du comité technique des vaccinations proche du ministère de la Santé pendant des années, j'étais vice-président à l'OMS pour le comité d'experts des vaccins pour toute l'Europe à l'OMS. On a souvent débattu des coïncidences parce que en population générale, un vaccin, c'est donné à quelqu'un qui est en bonne santé a priori, c'est pas donné à un malade. Bon, c'est pour prévenir, donc il faut être prudent quand on inocule quelque chose à quelqu'un en bonne santé. Normalement, un vaccin doit être totalement doit donner un taux d'effet secondaire extrêmement rare, c'est ce qui est acceptable. Alors après, quand il y a eu des grandes campagnes vaccinales, on l'a vu avec l'hépatite B, la sclérose en plaques, on a dit oui, ben ça y est, la sclérose en plaques, c'est dû au vaccin d'hépatite B, ce qui, avec le recul, peut paraître totalement faux, parce qu'il y a eu c'est vrai qu'il y a eu des millions de gens vaccinés à cette période, mais une grosse partie de la population française. Et comme il y a chaque année, il y a, je sais plus le chiffre exact, 2 ou 3 000 nouveaux cas de sclérose en plaques. Les gens qui ont eu la sclérose en plaques cette année, en plus, on faisait 4 injections dans l'année avec l'hépatite B à l'époque. Il y a des gens qui, par coïncidence, qui ont eu la sclérose en plaques après l'injection du vaccin. Donc, ça a été étudié par des épidémiologistes, l'effet coïncidence. C'est pas parce que vous mourrez le lendemain de la prise d'un médicament que c'est forcément lié. Il peut y avoir un lien. Moi, j'ai le souvenir d'un collègue, il avait pris rendez-vous pour se faire vacciner pour la grippe. C'était la grippe saisonnière, parce qu'il était médecin, puis il avait pas eu le temps d'y aller.
Et puis 15 jours après, il a fait un syndrome de Guillain-Barré, qui était dû à autre chose, parce que la plupart des Guillain-Barré, c'est dû à des bactéries digestives ou à d'autres facteurs. Il m'a dit, mais si jamais je m'étais fait inoculer ce jour-là, personne n'aurait pu m'enlever de la tête que c'était pas à cause du vaccin. Vous voyez, donc cette histoire de coïncidence, j'y crois, c'est une histoire mathématique, statistique. Mais là, ce qui colle pas, parce que là, ce que disent les détracteurs, ils disent que le vaccin, tout va bien. Oui, il y a beaucoup d'effets secondaires déclarés, mais c'est des coïncidences. C'est normal qu'une personne âgée ait un infarctus et un accident vasculaire cérébral. C'est normal qu'un jeune sportif ait une myocardite, c'est une coïncidence. Et là, ça colle plus parce que, alors j'ai plus les chiffres exacts, mais quasiment en 1 an et demi de vaccination, on a un pic énorme d'effets secondaires et de décès, qui est plus grand que ce qui a été observé avec tous les vaccins réunis sur 10 ans, quand je sais plus la période. Oui, aux États-Unis, ça, ils l'ont montré. En France, on n'a pas totalement les chiffres, mais il y a eu 165 000, je crois, effets secondaires qui ont été reconnus par la NSM lors de ce rapport à l'enquête parlementaire avec, je crois, le chiffre qu'ils acceptent, c'est 0,12%. Alors, il y a un problème avec la pharmacovigilance, c'est qu'il est aussi communément accepté qu'il y a une sous-déclaration. Ah ouais, malheureusement. Alors, c'est un petit peu traditionnel, malheureusement, en France, où les médecins n'étaient pas trop toutes ces directives de déclaration. Puis, quelquefois, un médecin, quand il voit un effet secondaire, il n'aime pas trop déclarer en disant peut-être ça va me retomber sur le Pourtant, c'est son devoir, en fait. Il a Normalement, l'obligation légale. Alors, il y a eu souvent par tradition un petit peu comme ça une négligence. Je l'ai vu. Alors, quand c'est des effets secondaires très graves, les médecins déclarent, mais quand c'est des effets pas trop graves, souvent. C'est de la papasserie administrative. Voilà. Puis ça devient. Avant, on remplissait juste un papier qu'on a envoyé par fax. Maintenant, faut aller sur le site, faut se connecter, c'est très long. Ils perdent 1 heure pour déclarer. C'est pas forcément très facile à faire comme ça, donc je leur jette pas la pierre du tout. C'est la vie courante. Ils ont plein de malades à suivre. Donc c'est évident, ça a toujours été connu qu'il y a une sous-déclaration. Peut-être pour certains effets secondaires, c'est 1% seulement qui sont déclarés. Pour d'autres, c'est 10%. Mais ça va rarement au-delà. Hein. C'est connu depuis. Donc c'est un facteur 10. Ça va d'un facteur 100 à un facteur 10. Oui. Peut-être que dans certains cas, le taux de déclaration est supérieur, mais moi, quand je vois tous les exemples autour de moi, dans ma famille, les amis qui ont eu des effets secondaires graves après le vaccin, quand ils sont retournés voir leur médecin, 8 fois sur 10, le médecin dit non, ça n'a rien à voir, c'est pas lié au vaccin, il refuse de faire la déclaration. Normalement, même si on n'a aucune preuve du lien, on doit faire la déclaration pour que les autorités aient un signal et après analyse le signal en disant bah oui, là effectivement ça fait quand même beaucoup par rapport à ce qu'on voit d'habitude et il faut peut-être faut peut-être investiguer ça de façon plus approfondie. Mais on a l'impression que personne ne veut investiguer et ça c'est dramatique parce que moi je suis scientifique, j'aime bien m'appuyer sur des bases solides et quand on fait en sorte qu'il n'y ait pas de base solide, c'est la brasse coulée. Hein, si jamais vous aviez à donner un conseil au gouvernement aujourd'hui sur la pharmacovigilance, qu'est-ce que vous leur donneriez ? Ce serait que d'abord on incite beaucoup plus les médecins à déclarer en leur disant même si c'est pas prouvé, c'est votre devoir de déclarer. Ça on ne le fait pas. Et puis qu'après qu'il y ait un accès transparent à ces bases de données. C'est quand on a vu, je sais pas pour la France, mais on avait vu des gens qui surveillaient des bases de données aux États-Unis. Ils surveillaient ça tous les jours. Puis de temps en temps, certains jours, il y avait des lignes entières de déclaration d'effets secondaires qui disparaissaient sur l'ordinateur. Bon, c'est des choses pas normales. S'il y avait vraiment un audit externe avec des scientifiques intègres qui surveillaient ça dans chaque pays tous les jours, je pense qu'on pourrait avoir des données beaucoup plus solides. Mais moi, j'ai pas trop confiance dans des bases de données. On sait pas qui les gère. Un autre chapitre, juste, donc vous avez accompli une énorme carrière de professeur, donc enseignant de médecine. Pouvez-vous nous résumer en quelques mots quelle est votre vision de la médecine ? Ma vision de la médecine, au jour d'aujourd'hui, elle est mauvaise, mais je suis optimiste, je pense que ça va changer. C'est que moi, quand j'étais petit, jeune étudiant interne, mes maîtres, c'était des anciens professeurs qui parlaient pas anglais, publiaient pas dans le Lancet, mais ils parlaient à leurs malades. C'était des médecins remarquables qui avaient une expérience, 20 ans, 30 ans de carrière. Ils nous apprenaient au lit du malade, à écouter le malade, à soigner. Ils nous donnaient leurs recettes personnelles. Et
à l'époque, il n'y avait pas les études randomisées. D'ailleurs, je me souviens, un professeur de médecine, quand j'étais étudiant à la fac, c'était dans l'amphithéâtre à l'hôpital Beaujon, nous avait dit, vous savez, les anglo-saxons font un truc terrible, ils tirent au sort les malades. Heureusement, ça viendra jamais chez nous parce qu'on a une tradition éthique. Bon, quelques années après, ça a été imposé. Je suis pas contre l'étude randomisée quand elle est faite dans des bonnes conditions, avec le consentement des gens, dans des populations homogènes, mais souvent, on tire au sort des populations hétérogènes. On ne sait pas trop ce que ça... Donc là, eux, ils disaient, voilà, dans telle maladie, j'en ai soigné pendant 30 ans, j'ai un traitement de première ligne qui va marcher chez 20% des malades, parce qu'il n'y a pas le traitement qui marche chez tout le monde. On veut nous faire croire ça, que les études randomisées, c'est faux. Puis après, ceux qui sont en échec, alors à Bordeaux, le professeur va dire, moi, j'ai utilisé ça, ça marche pas mal. L'autre à Strasbourg, à Paris, va dire, et finalement, ils comparaient leurs résultats, il y a des traitements de première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Je parle surtout pour les maladies chroniques, hein, je parle pas des maladies où la recette marche à 100%. Et ils se comparaient dans les congrès, ils publiaient dans les journaux, à l'époque c'était en français. Il y avait, les comités de lecture ne censuraient jamais la parole d'un professeur. On corrigeait s'il faisait pas de faute d'orthographe, s'il disait pas trop de bêtises. Mais moi, ce qui me choque aujourd'hui dans la soi-disant science médicale, qui est plus de la science, qui est de la merde, c'est que les comités de rédaction des journaux qui lisent ce que vous avez publié, il y a un gars au fin fond de l'Arkansas ou de l'Allemagne ou de je sais pas où qui va dire, mais attendez, ce que vous écrivez, ça n'a jamais été décrit, c'est impossible. Donc, qui se permet de dire que ce qu'on dit n'a pas de valeur scientifique sans se donner aucun argument. Et comment on peut faire ça? Donc vous challengez la revue par les pairs, quelque part. Là. Ah ben bien sûr, parce que la revue par les pairs, c'est biaisé. Alors soit moi, je me suis fait avoir il y a longtemps, parce qu'il y a les pairs qui sont en compétition avec vous. Moi, on m'a bloqué. Une fois, j'avais soumis une publication à un grand journal médical international, on me l'a bloqué 9 mois. Et quand je relançais, mais oui, vous inquiétez pas, c'est toujours un processus de lecture quand même. 9 mois, c'est long. D'habitude, c'est quelques semaines. Et puis le même travail que moi est publié dans le New England Journal of Medicine, un des plus grands journaux du monde, par une équipe américaine. Et là, on me renvoie mon papier en disant, il vaut rien. Et en plus, ils avaient piqué mes idées parce que j'avais inventé une façon. Donc c'est de la jalousie, c'est du... Non, mais c'est aussi du piratage parce que quand il y a des équipes, quand il y a 2-3 équipes en compétition dans le monde, ils sont tous des représentants dans les journaux médicaux. S'ils voient qu'il y en a un qui a une idée géniale, ils vont lui piquer l'idée puis ils vont le bloquer le temps de sortir eux-mêmes leur propre article. De la stratégie. Alors heureusement, c'est une petite minorité qui sont des pirates. La plupart sont des gens honnêtes. Faut pas jeter la pierre, mais c'est un système qui est facilement biaisable et piratable. Et donc, moi, je n'ai plus confiance dans tous ces grands journaux, surtout quand on sait tout l'argent qui touche l'industrie. C'est pas moi qui le dis, c'est les rédacteurs en chef de ces journaux qui l'ont dit publiquement. Moi, je préférais cette médecine humaniste des patrons qui nous apprenaient les choses. Et ils se comparaient. Puis si un patron avait pas des très bons résultats, que une autre équipe avait des résultats bien meilleurs, petit à petit, ils allaient vers les résultats de l'autre équipe. Et c'était bien meilleur en termes d'évaluation pragmatique sur le terrain que les études randomisées. Donc une forme de médecine observationnelle qui était plus humaine. Quand on voit un groupe de médecins qui dit, nous, on a traité tous nos patients à l'hydroxychloroquine, à l'azithromycine, on a 0 mort sur des centaines de patients, je les crois beaucoup plus qu'un soi-disant médecin qui a jamais exercé, qui est derrière un ordinateur, qui nous fait une étude financée par Big Pharma pour nous dire que ça marche pas et qui publie dans le plus grand journal médical, parce que le journal médical est sous influence. Donc, j'ai cru dans ces grands journaux, j'ai cru dans le système, j'étais dans le système totalement. Maintenant, je me dis, la médecine, c'est plus de la médecine. Moi, je vois les jeunes, ça m'a affolé ces dernières années. Ils n'écoutent plus les malades. Ils ont plus le temps parce que les malades, ils restent 3 jours à l'hôpital. Faut que ça tourne parce que ça rapporte pas assez si le malade reste trop longtemps. Donc, les malades arrivent, ils ont un calendrier de rendez-vous, ils vont en radio, à l'IRM, en endoscopie. Donc les médecins de salle n'ont plus le temps vraiment de les examiner, de leur parler, de bien voir les choses. Quand ils veulent revenir les voir, ils sont déjà sortis. Et on ne diagnostique, on ne traite que sur des résultats de scanner, d'IRM, de résultats biologiques. Alors qu'on sait qu'il y a beaucoup de maladies où il n'y a pas de biologie qui fait la preuve formelle que c'est bien cette maladie. C'est un peu le pif du bon médecin qui a de l'expérience. Voilà, et donc... Et tous ces malades qui ne rentrent pas dans les cases, qui rentrent plus dans des trucs informatisés,
on les vire en disant c'est dans votre tête, allez en psychiatrie. Alors le meilleur exemple, c'est la maladie de Lyme chronique, mais il y en a d'autres. Et ça m'affole. Alors quand je vois que maintenant, j'y croyais pas l'année dernière, il y a des malades qui m'ont dit, vous savez, docteur, ils installent des cabines de téléconsultation automatique dans des supermarchés à Paris. Alors, au début, je dis, c'est quoi cette histoire? Puis j'en ai vu effectivement. Alors, vous mettez votre carte vitale, votre carte de crédit, puis vous tapez des mots-clés, vous pouvez, si c'est facile, l'ordinateur vous donne des réponses, puis après on vous met en communication avec un médecin sur un écran, qui vous envoie éventuellement des ordonnances. C'est plus de la médecine, c'est très dangereux de faire de la médecine comme ça. Alors la télémédecine peut être intéressante si c'est un malade qu'on connaît bien, pour un renouvellement d'ordonnance, pour pas faire la queue à chaque fois à la consultation, ok, mais quand ça commence à se généraliser, on est en train de nous faire une médecine robotisée. Puis moi, ce qui m'affole, c'est que les médecins généralistes sont en voie de disparition, et c'est programmé depuis des années. On nous avait fait croire qu'on augmentait le numerus clausus. Moi, j'ai des malades, ils viennent de toute la France. Il y en a, ils me disent, il y a plus de médecins dans ma région. Et notre ancien médecin, il était génial, il est parti à la retraite. Le jeune qui est venu, il remplace 5 médecins qui sont partis, il est déjà débordé, il peut pas nous prendre. On n'a plus de solution. Et quand je vois qu'Agnès Buzyn a créé, avant de partir, un corps de super infirmiers pour être intermédiaire, alors ça peut être utile qu'il faut un super infirmier pour renouveler une ordonnance de routine, mais j'ai vraiment l'impression qu'on dit les médecins, il y en a trop, alors qu'il n'y en a pas assez, parce que les médecins, ils réfléchissent trop, ils nous embêtent, ils veulent pas... Il vaut mieux les remplacer par des machines. Il vaut mieux les remplacer par des machines ou par des infirmiers dociles qui seront payés moins cher, mais qui seront obligés d'obéir à nos recommandations et qui n'auront peut-être pas le bagage médical suffisant pour donner des contre-arguments scientifiques. Et ça m'inquiète beaucoup. Alors, j'espère qu'il y aura un éveil des médecins, parce que quand on dit que je suis isolé dans le monde médical, c'est pas vrai du tout. Il y a énormément de médecins qui me soutiennent, mais ils le font discrètement. Malheureusement, ils n'osent pas l'ouvrir public. Je leur en veux pas. Ils risquent leur carrière, mais il y a quand même une prise de conscience au niveau des médecins que la médecine qu'on leur fait faire aujourd'hui n'a plus rien à voir avec le serment d'Hippocrate. On entend avec vos mots que la médecine pour vous est quelque part un métier de vocation. Aujourd'hui, il y a les jeunes qui doivent s'orienter vers la médecine, ils vont avoir une lourde tâche puisque la médecine a quand même pris un coup. Vous parlez de confiance, vous parlez de manque de transparence. Avec la crise, on a vu des camps s'opposer, des prises de position, des conflits d'intérêts. Quel message aimeriez-vous faire passer aux étudiants pour qu'ils gardent cette envie d'aller faire de la médecine? Moi, j'aimerais beaucoup pouvoir les soutenir. Je peux pas trop parce que maintenant, même l'université m'avait un peu mis sur la touche. Même dans ma fac de médecine, il y avait une étude, mais il y a d'autres universités en France qui ont fait des études et dans le monde. Et en gros, 30% des étudiants aujourd'hui, y compris les étudiants en médecine, qui sont déprimés. Parce que d'abord, le confinement, ils étaient chez eux, à manger des chips sur le canapé, à regarder les profs en visioconférence. Ils pouvaient plus voir les copains, aller boire un café, sortir entre amis, aller au cinéma. Et nous, on a quand même eu une jeunesse étudiante, même si on bossait dur, assez sympa. On pouvait sortir un peu, s'amuser. Ils s'en retrouvaient comme en prison chez eux. Et puis après, tous les examens s'étaient faits à distance. Vous voyez, ils n'avaient plus, ils n'ont toujours plus de cette flamme de se retrouver ensemble avec des enseignants avec qui on pouvait échanger. Parce que les cours magistraux, on les a attaqués, mais c'était merveilleux. Moi, l'internat de Paris, on apprenait par cœur des questions d'internat, la rupture de la rate ou je sais pas quoi, à l'endroit à l'envers, on devait la réciter par cœur en 15 minutes ou 1 heure selon les questions. On arrivait sur le terrain, on savait les choses essentielles par cœur. Maintenant, on fait des espèces de cas cliniques compliqués avec des questions à réponse multiples. Même quand je me suis amusé à répondre à des questions qu'on posait aux étudiants en maladies infectieuses, j'aurais jamais eu l'examen parce que je réfléchissais trop. Donc voilà, on les forme avec une méthode, soi-disant les nouvelles méthodes pédagogiques, mais qui sont nulles parce qu'on peut Là, vous m'incitez pas à aller faire des études de médecine. Pour l'instant, c'est un peu compliqué. Parce qu'en enseignement, vous savez, faire un cas clinique, on dit voilà, il y a un monsieur qui a ça et ça, si on fait un médecin qui a déjà de l'expérience, le faire jouer, entre guillemets, sur des jeux de rôle, pour dire qu'est-ce que vous feriez dans cette situation. Il a déjà une expérience, il connaît déjà les bases, il peut répondre, il peut jouer comme ça pour s'entraîner. On demande ça des étudiants en médecine qui
qui n'ont jamais vu la maladie. On leur dit, lisez le bouquin avant, après, mais ils peuvent pas jouer, ils savent pas ce que c'est, ils ont aucune formation, ils n'ont pas vu cette maladie à l'hôpital. Et on forme les gens maintenant comme ça. Et moi, je vois la baisse du niveau est dramatique. Avant, il y avait l'interne et au-dessus le chef de clinique. Et le chef de clinique, il faisait pas la visite des malades tous les jours, il passait 2 fois par semaine. Bon, il était toujours disponible s'il y avait un cas compliqué, on pouvait toujours l'appeler, voir un malade. Mais il faisait de l'enseignement, de la recherche. Il n'était pas au lit du malade tous les jours. Maintenant, et l'interne, il tenait sa salle. L'interne, c'est lui qui prescrivait. Même quand j'étais chef de clinique, j'aurais jamais pris le cahier de prescription de l'interne parce que les maîtres, les anciens considéraient les internes, les petits jeunes, c'est toi maintenant qui gères la salle, t'es responsable. Après, on surveille ce que tu fais, mais et moi, j'aurais pas pris à l'époque, on faisait au stylo sur des classeurs, j'aurais jamais pris le classeur d'un interne pour prescrire moi-même en disant t'es pas capable. Maintenant, les internes arrivent, ils ne savent plus gérer. Nous, moi, quand j'étais interne, j'avais 40 malades à gérer. Maintenant, ils ont 4 malades, ils sont noyés. Et il faut que ce soit le chef de clinique qui tous les jours fasse le travail de l'interne. Donc, il y a une dégradation. Et c'est pas de la faute, parce que c'est des jeunes, des étudiants très intelligents, mais on les noie de trucs inutiles dans l'enseignement. Et c'est la faute du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, c'est pas la faute des étudiants, mais de la façon dont maintenant on évalue. Donc vous leur faites aujourd'hui, c'est complexe pour eux. Vous pensez qu'il va y avoir un retour de balancier vers une médecine plus traditionnelle? J'espère, mais j'espère que cette crise Covid va nous permettre d'aller vers une renaissance, à la fois au niveau politique, médical, enseignement, recherche, parce que là, c'est plus possible. On sent que le système est en train de s'écrouler. Quand on voit l'hôpital public s'écroule, les urgences s'écroulent, quand on voit qu'en France, il y a toujours des dizaines de milliers de soignants qui sont suspendus et que le ministre veut pas alors qu'au moins dans d'autres pays, ils ont été réintégrés, et qu'on voit que dans les grands groupes publics, les hôpitaux publics, il y a une proportion importante de lits qui sont fermés faute de personnel, que les urgences ne marchent plus. On peut pas rester comme ça. Et ça, je pense que ça va péter parce que là, la population, ça peut plus être soignée comme il faut. Ils n'ont plus de médecins en ville. Moi, je connais plein de gens, maintenant, ils pleurent, ils n'arrivent plus à trouver un médecin généraliste. Après, ils vont aux urgences. J'avais vu un reportage récemment, là, c'était dans un hôpital public d'une grande ville française. D'habitude, bon, on accepte d'attendre 3 heures aux urgences. Là, les gens attendaient 3 jours sur des brancards. Ils étaient alignés, on le voyait dans le film. Et il y avait 3 infirmières très braves qui couraient partout, qui s'occupaient des cas les plus urgents. Elles reconnaissaient qu'elles n'avaient même pas le temps de donner à manger aux gens qui attendaient depuis 3 jours, ou les pauvres qui pouvaient pas se lever, ils pouvaient pas pisser parce que. Et ça, c'est la France d'aujourd'hui. C'est pas dans un pays sous-développé. Donc, vous leur dites à ces jeunes, gardez votre vocation, gardez espoir, et prenez votre destin en main. Il faut garder la vocation. Et c'est à eux je dirais, faire un petit peu la révolution interne dans les universités, parce que les étudiants sont très écoutés. Les internes en médecine, à l'époque, ils étaient très craints des autorités. Oui, on a vu souvent les étudiants en médecine au péage des autoroutes. Voilà. Et moi, j'adore les étudiants en médecine. Ce sont des gens qui ont la vocation et tout ça. Là, ils passent un coup de blues, mais c'est à eux. Il faut pas qu'ils attendent que ça vienne du haut. Du haut, on va continuer à les matraquer. Il faut que ce soit eux qui réagissent et qui disent non, c'est plus possible, on peut pas continuer comme ça. Et il faut que ce soit les jeunes. Moi, je pense que les jeunes, ils vont nous sauver. À un moment donné, là, ils ont été un petit peu sous le coup de la léthargie. Ils savent plus, ils sont paumés, les jeunes, là. Ils savent plus trop. Donc, vous leur dites, venez nous aider. Voilà, il faut y aller, là. Bon, professeur Perron, juste peut-être une dernière question. Donc, vous avez écrit 2 livres, un en 2020, une récidive en 2021, 2 best-sellers. Êtes-vous sur le point de sortir un nouvel opus? J'ai réfléchi, on verra. Mais en tout cas, je suis fier, c'est qu'effectivement, ils ont eu beaucoup de succès, et surtout que tout ce que j'ai dit est vrai, est éprouvé. J'ai jamais été attaqué sur le contenu des livres. Alors que certains avaient dit dès le début que je racontais des bêtises, que j'allais attaquer en diffamation. Je sais que ça a dérangé, mais la vérité dérange, et je suis fier, et je continuerai à déranger s'il le faut. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour ce temps, pour avoir répondu aux questions des lecteurs du collectif citoyen de François et d'avoir cet humanisme en vous quand vous venez sur le plateau. Et on voit au travers de vos yeux cette vocation, et j'espère que vous allez continuer à nous éclairer et à éclairer les lecteurs de François. Une fois encore, professeur, merci. Merci beaucoup, et j'espère que j'éclairerai les jeunes pour leur redonner de l'espoir. Ben merci. Et bien, merci à tous de nous avoir suivis pour cet entretien essentiel qui était bien particulier, puisque pour une fois, c'était des questions des lecteurs. Voilà.
et à bientôt.